Je cite Henri Guénaud sur LCI. Écoutez ça. Le premier devoir d'un pays, c'est de protéger ses citoyens. Et là, nous avons les moyens, des moyens qu'utilisent tous les États depuis toujours. Vous me prenez un otage, j'en prends un aussi. Si vous en prenez 2 ou 4, on fait la même chose. Après, c'est au gouvernement français de choisir ses cibles. Vous entendez? Il dit, c'est au gouvernement français de choisir ses cibles. Je reprends, car au-dessus du droit, il y a la raison d'État, ça fait partie du rapport de force. Vous me rendez mes 2 concitoyens, je vous rends les vôtres. Ce que je dis sur les otages en échange d'autres otages, c'est ce que font tous les États depuis toujours. Les amis, encore une fois, nous sommes face à une mascarade, une prise d'otage pour faire libérer le couple Colère. Et cette pseudo-affaire Soral révélée le jour du dîner du CRIF, au moment où Youssef Indy, Pierre Jovanovic sont persécutés, voire pire, avec l'ancien officier du renseignement Éric Denessé, retrouvé mort sur une route de campagne, alors que ses proches sont unanimes, il ne s'est pas suicidé. Et on peut aller encore plus loin, au moment où 3 autres agents de la DGSI sont retrouvés morts en l'espace de 5 mois. Qu'en est-il? Il fallait trouver des boucs émissaires, de préférence du côté de Soral pour gagner en crédibilité, via la diabolisation qu'il subit, ça aide, tout en faisant une pierre deux coups. Il n'y a pas d'affaire de l'axe de la résistance, il n'y a pas d'affaire Soral, il n'y a pas d'affaire Indy. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin de palabrer plus que ça? Henri Guénaud, ancien conseiller de Sarko, dit bien que c'est au gouvernement français de choisir ses cibles. Donc, trouver les boucs émissaires pour troquer des otages. Voilà pourquoi BFM nous parle dès le premier chapitre de son article d'un dossier qui pourrait peser dans les discussions entre Paris et Téhéran autour de Cécile Colère et Jacques Paris. Il y a une affaire au sommet de l'État pour faire libérer le couple accusé par les autorités iraniennes d'espionnage, notamment pour le compte du Mossad. Donc, encore une fois, les amis, faites tourner ces informations pour que la vérité éclate, pour soutenir Soral qui, depuis des années, risque sa vie en disant ce qu'il est interdit de dire. Puff Daddy a des doses sur tout le monde. Il a des doses sur tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un se permet ce qu'il peut se permettre, c'est-à-dire dans son île, là je sais plus quoi, inviter le gratin et continuer comme ça pendant 15, 20, 30 ans, c'est parce qu'ils se sentent intouchables. Et ils se sentent intouchables comment? Bon, alors c'est vrai que on peut péter les plombs parce qu'on est une star et tout, l'ego, très bien, mais c'est pas que. On se sent aussi intouchable parce que on s'est mis en sécurité. Et donc, j'imagine que dans des coffres bien cachés, il y a des preuves matérielles contre des gens excessivement importants qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne connaîtra pas. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Puff Daddy, à aucun moment, il a pris la parole pendant son propre procès. À aucun moment, il a pris la parole pendant son propre procès. Bah, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, certes, des criminels et tout, ils se taisent, mais ils disent oui, non, oui, monsieur le président, ou votre honneur en Amérique, des choses comme ça. Ils répondent quand même succinctement, mais il y a une bribe de réponse. Lui, à aucun moment, il n'a parlé, témoigné, sauf pour dire qui il est, voilà, c'est tout. À aucun moment. Il a été 100% muet. Voilà, c'est quand même fou. Et malgré les 34 témoins, malgré les preuves, ils n'ont... et
un juré qui a basculé en faveur de... Il a fallu une nuit, hein. En une nuit, il a basculé en faveur de Puff Daddy. Eh bien, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'innocenter. Mais c'est évident que derrière, des forces puissantes ont cherché à le sauver parce qu'il était trop risqué pour ces forces de le laisser, d'en faire un coupable, parce que s'il était coupable, là, je peux vous dire que Puff Daddy, il aurait jacté, c'est une évidence. Voilà. Une fois que les jansénistes arrivent à la tête de l'hôpital général, c'est la même chose en pire. C'est la même chose en pire. C'est effroyable. La vie quotidienne à l'hôpital général, c'est une épouvante. C'est une épouvante. Alors, quelques exemples. Des gens rentrent dans un dortoir, ils ressortent. D'abord, le dortoir, il fait 1m65 de haut, ou même pas 1m60, je crois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tenir debout dans un dortoir. Bon. Et ça sent tellement mauvais que vous ressortez pour aller respirer ailleurs. Et les gens dorment là-dedans. À 6 par lit, à tour de rôle. 6 par lit, à tour de rôle. C'est effroyable. Vous arrivez à l'hôpital général avec votre bébé à la main, avec votre petit garçon et votre petite fille à la main. Hop, on vous l'enlève. On vous inscrit et hop, on vous l'enlève. Et le bébé ou le petit, on va le mettre dans un dortoir spécial. La mortalité des enfants à l'hôpital général est un scandale. Les enfants entrent à l'hôpital général pour y être élevés, pas pour y mourir. Ils tombent comme des mouches. Qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'ils meurent comme ça? C'est effroyable. L'hôpital général, c'est une abomination. Et toutes les plaintes sur ce qui se passe à l'hôpital général tombent systématiquement à la poubelle. Pourquoi? Parce que les plaintes, elles sont dirigées vers la justice. Hein? Bon. Un jour, il y avait dans Paris des gens qui se sont plaints de disparition d'enfants. Alors, ils vont voir le curé. Il y a un jour une dame qui va voir un curé. C'est sous Louis XIV encore. Elle lui dit, est-ce que vous pouvez lire ce mot en chair? Alors le curé il monte en chair. Il dit voilà, on se plaint de la disparition d'un petit garçon, ceci, cela. Bon. L'autorité publique intervient et dit non, enfin, dites donc, on va pas affoler les gens comme ça. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça aux prêches? Enfin, s'il y a des plaintes à porter pour des disparitions d'enfants, allez porter plainte à la justice. Les gens, ils avaient compris. C'est pas au juge qu'il fallait se plaindre. Alors, ils avaient compris, vous avez pas compris. Mais en attendant, si on allait se plaindre à l'église, c'est parce que là, on savait qu'on serait entendu. Et le nombre de plaintes pour disparition d'enfants, ça tombait toujours aux oubliettes. Alors, bon, les disparitions d'enfants, c'était pas bon, la grande affaire, ça va être quand même 1750, c'est pas au XVIIe siècle que c'est le plus prégnant, le plus visible. Mais voilà, tous les enfants qui entrent à l'hôpital général, ils rentrent dans un gouffre de misère, de violence, de pauvreté, et où il est interdit d'y venir voir. Et alors, les historiens pas les historiens que j'ai croisés, à part Henri Légy-Desgranges, mais lui, il s'est consacré à ça, donc il a bien vu. Il a pas vu tout ce que j'ai vu, mais enfin, il a vu quand même beaucoup de choses. Quand il y a eu des problèmes à l'hôpital général, des gens comme Voltaire, c'est pas que c'est un historien, c'est un anti-historien. Mais enfin, il passe pour historien et on reprend sa parole, mais pas uniquement. Il y en a plusieurs qui disent. Bon, Michelet, par exemple, c'est pareil, c'est monstrueux. Il y avait des horreurs à l'hôpital général. Heureusement que les juges étaient là, ça aurait été pire. Non, non. C'est pas heureusement que les juges étaient là, c'était les juges qui couvraient toutes ces atrocités, et ils se servaient de l'hôpital général comme de leur bordel, et pas uniquement. Ils avaient tous une maîtresse à l'hôpital général. Les officières à l'hôpital général, elles avaient en général comme amants un prêtre et un juge, les deux. Hein, ils étaient pas là en même temps. Enfin, voilà, comme ça c'est dit. Finalement, à partir de quand un enfant peut être placé? J'allais dire c'est presque à la naissance, parce qu'il y a eu des situations où j'ai vu quelques jours. Voilà. C'est à la naissance. C'est à la naissance jusqu'à 18 ans, quoi. De 0 à 18 ans. Il y a même des dossiers dans lesquels l'enfant né, l'ordre de le placer a déjà été pris avant même qu'il soit sorti du ventre de sa mère. C'est hallucinant. Mais on en parlera parce que là aussi, ils font une erreur.
Bien sûr. D'accord? Vas-y, je Donc te laisse nous, continuer. alors oui, Laurence Rossignol, les enfants appartiennent à l'État, effectivement, Oui. ça a choqué, je suis entièrement d'accord, c'est scandaleux. Mais, C'est mais, du mais bon. communisme, ça s'appelle Alors, le communisme. c'est le communisme. Alors, justement, dans ce que tu disais, il y a une chose sur laquelle je voulais absolument revenir parce que tu as pas tort dans ce que tu exprimais, notamment lorsque l'état d'urgence permanent, etc. Ça, c'est, si tu veux, ça a toujours été la volonté des totalitaristes. Ça a toujours été la volonté des totalitaristes. C'est cette volonté de toujours vouloir interdire. Et c'est quand même assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui, ceux qui mettent le plus d'interdictions sont ceux et qui votent le plus d'interdictions depuis un certain temps sont ceux qui, en mai 68, à l'époque, ils roulaient, il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, ils fumaient des joints à la sortie de l'école, je veux dire, ils fumaient leurs clopes, ils balançaient leur mégot n'importe où, ils avaient aucune, si tu veux, ils étaient dans l'insouciance totale, et aujourd'hui, ils privent tout le monde de tout. C'est-à-dire que quand on reprend la DDHC, soit la loi protège, soit elle condamne. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans la protection ou dans la condamnation, on est dans l'interdiction de tout. Voilà. Il faudrait qu'on soit tous surveillés parce qu'il y a peut-être quelques terroristes. Il faudrait qu'on soit tous fliqués. Il faudrait qu'on ait tous l'argent numérique pour éviter soi-disant les détournements de fonds publics, enfin les détournements de fonds tout court, les blanchiments d'argent, etc. Mais en réalité, c'est du foutage de gueule tout ça parce que la véritable volonté, c'est quoi? C'est d'avoir un État totalitaire. L'informatique est un outil extraordinaire pour ça. C'est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Or, ils veulent rendre, au travers de l'informatique, les gens esclaves de tout un système normé. Un système normé. Tu vois, je veux dire, comme on fait dans une entreprise, tu ne peux pas fonctionner autrement qu'en mettant en place des protocoles, des mécanismes, des guidelines, des standards, des contrôles. Ça, c'est normal. Pour aujourd'hui, tu as dans n'importe quel corps de métier, il y a tellement de normes. Je veux dire, on en est au stade aujourd'hui où même pour aller nettoyer les chiottes, il faut avoir un diplôme. Hein? Mais pourquoi? Mais parce que faut utiliser le bon produit au bon endroit, de la bonne manière, parce que sinon il y a des risques par rapport à je ne sais quoi. Enfin bref, donc on peut pas faire tout et n'importe quoi. Je peux comprendre que dans le cas d'une entreprise, il y ait des normes, etc. Mais par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'être humain, lui, ne peut pas être normé. Il ne peut pas être normé parce que c'est l'essence même de l'être humain que de vivre, si tu veux, l'insouciance, le doute. Or, en fait, depuis un certain temps, on voudrait que tous les humains vivent la même chose, croient la même chose, pensent la même chose et agissent de la même manière. On est là à vouloir mettre des normes sociales qui n'ont jamais été établies. Mais c'est le sujet de ce soir. On se responsabilise, hein. On en revient à ça. Et oui, mais tu sais, c'est un truc qui... ça tombe. Oui, c'est la transcendance. C'est quelque part un problème identitaire. On doit se rappeler de qui on est, tout simplement. Nous sommes parfaits à la base. Oui. Au niveau des valeurs et des limites qu'on pourrait imposer aux autres ou s'imposer à soi-même, je vais te prendre un fait divers actuel. Il y a un milliardaire qui a privatisé Disneyland Paris. Alors, c'était pas Disneyland Paris, c'était, je crois, en Floride. Je sais plus quel resort, mais en tout cas, il a privatisé le parc. Paris, c'était Paris. C'était Paris, oui, pour se marier avec sa femme, soi-disant. Donc, c'était un simulacre, hein, bien entendu. Et elle avait 9 ans. Est-ce que quelque part, dans tous ces dogmes, dans toutes ces religions, on n'a pas instauré des limites infranchissables ? Je crois qu'aujourd'hui, cette ombre, pour appeler cette ombre, cet état profond, peu importe, ne se cache plus. Pourquoi il ne se cache plus? C'est intéressant. Il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes où les gens sont sortis dans la rue. Les gens ont osé dire « stop, je refuse cela ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait massacrer, on les a éborgnés, on les a emprisonnés. Parce que le peuple, à un moment donné, n'en pouvait plus avec certaines choses. Et puis quand s'est passée cette pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est tué. On a montré à l'état profond qu'on avait peur. On avait peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que l'humain a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais quand vous êtes reconnecté à votre conscience, qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas, mais vous êtes dans la foi. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que demain, imaginons, on vient nous annoncer, voilà, je vous prends un exemple, hein, qui j'espère qu'il n'arrivera pas, mais mettons que voilà, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Bah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je croyais qu'on était amis, mais je ne comprends pas. Mais ça va être la panique générale. Alors que quand vous êtes reconnecté à votre conscience, vous souriez à tout cela. Parce que vous ne jouez plus ce jeu-là. Vous ne jouez plus le jeu de la peur. Tant que vous jouerez le jeu de la peur, tant que vous aurez peur de perdre votre maison, votre emploi, votre vie, tout, vous continuerez à jouer le jeu de l'État. Le jour où vous n'avez plus peur de rien, parce que vous savez
pertinemment que ce n'est pas l'État, que ce n'est pas des gens, que ce n'est pas d'autres personnes qui mènent votre vie, mais que c'est vous, votre moi supérieur, qui vous guide, qui vous a toujours guidé. Tout ce que vous avez vécu, de bien comme de mauvais, c'était lui. Il était là pour vous ouvrir les yeux. Simplement, lui ne demande pas mieux, mais reconnecte-toi à moi. Reconnecte-toi. C'est pas admets que je suis là, on n'est pas dans l'ego. C'est reconnecte-toi. Marchons main dans la main. Moi, ça vibre ce que tu dis en tant qu'entrepreneur. Les peurs sont l'essence même des freins que la plupart des salariés ou des Français vivent au quotidien. Pour moi, la conscience, c'est aussi mon corps physique et je cherche pas à fuir mon corps physique. C'est juste une manifestation là actuelle dans cet espace-temps-là. Je l'utilise. Elle me définit pas, mais en même temps me définit un peu. Mais qu'est-ce qu'elle vient définir? Elle définit ma personnalité terrestre. Ce que je me suis construit comme identité ici, avec ma culture, ça peut être la religion, ça peut être les imitations. On imite ses parents, puis après on a des modèles. Tout ça forme des traits de caractère. Bon, je vais pas t'apprendre la vie quand même, comme on arrive. Mais du coup, on a tendance à penser que tout ça nous constitue de façon essentielle et qu'on n'est que ça. Mais c'est faux. La sortie hors du corps nous apprend qu'on est un peu plus que ça. Et il y a des petits détails qui sont intéressants, c'est qu'en sortir du corps, on est nous, mais un peu plus. C'est comme si la sortie hors du corps et, in fine, la mort, nous simplifiait. On nous enlève en fait, par exemple, l'instinct de survie. T'as plus d'instinct de survie en sortie hors du corps. Or, l'instinct de survie, on l'a de façon essentielle avec nos corps physiques, on en a besoin parce que nos corps physiques sont périssables, ils peuvent se blesser. Pas un corps subtil. Un corps subtil, c'est indestructible, ça va partout. Du coup, on n'a pas cet instinct de survie. Et quand on revient dans le corps physique, l'instinct de survie, du coup, ça donne la peur, ça donne la séparation, ça donne la prédation. On n'a pas ça de l'autre côté. Et on sous-estime à quel point la peur et tout ça, en fait, vient nous influencer dans nos rapports, mais aussi dans notre personnalité. Mais quand tu enlèves tout ça, il ne reste plus que toi. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que tu es, en fait, actuellement, ton essence, ce que tu as pu développer dans cette incarnation-là. Et la conscience, pour moi, il est faux de dire, et c'est une nuance qui est importante, il est faux de dire que nous sommes des consciences. Je suis pas une conscience. Moi, je suis Borvo, j'ai une personnalité, etc. Mais je suis pas une conscience. La conscience, elle est partout. Pour moi, c'est une composante de la réalité physique, comme la gravité, comme la force faible, la force forte, l'amour, etc. Pour moi, c'est des composantes de cet univers-là. La conscience en fait partie, et même la conscience y participe de façon première. C'est pour ça les physiciens, tu vois, ils parlent du réglage fin de l'univers. Tu vois, si tu as un décalage de 1 sur 10 puissance 112 d'une caractéristique, d'un attribut de notre univers, la gravité ou quoi, la vie telle que nous on perçoit maintenant là, elle n'existe pas. Il y a un réglage. Et ce réglage, il est fait par la conscience.